Bonjour Carole Boinet. Bonjour. Bienvenue dans La Ligne. Attendez, pause, faut que je vous raconte ce qu'on fait ici. D'abord, Carole Boinet, c'est la directrice de la rédaction des Inrecuptibles, un magazine culturel bien connu qui fête ses 40 ans cette année. Et oui, ça ne rajeunit personne. Il y a un truc qui définit bien les Inrocks depuis tout ce temps, c'est leur côté poil à gratter, leur volonté de s'engager. Et à quelques mois de la présidentielle, ça devient plus politique. Mathieu Pigasse, le grand patron de leur groupe Combat, l'assume. Il veut que ces médias, dont les Inrocks et Radio Nova, mènent une bataille culturelle contre l'extrême droite. Moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et j'assume particulièrement l'engagement qui est le nôtre. Je fais pas de politique, mais un média qui assume autant, je veux comprendre. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est la trajectoire de Carole Boinet. Elle a commencé stagiaire aux Inrocks, maintenant c'est elle qui dirige la rédaction. Et ça fait 14 ans que ça dure. Il y a un truc qui est très émotionnel, c'est une histoire d'amour en fait. Et vous l'entendrez, elle a un vrai propos sur notre manière de consommer la culture aujourd'hui. Elle croit beaucoup au physique, dans ce monde numérisé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Bon épisode. Carole, ça fait depuis 2012 en réalité que vous êtes aux Inrocks, vous avez commencé comme stagiaire. C'est pas banal de faire cette trajectoire de stagiaire à directrice de la rédaction. Ça ressemblait à quoi les Inrocks en 2012 ? Oui, c'est vrai que c'est pas banal. Ça témoigne, je pense, de mon amour indéfectible pour les Inrecuptibles. Les Inrocks en 2012, ça ressemblait à quoi ? À l'époque, nos locaux étaient plutôt dans le quartier de Bastille à Paris, à Brégas-Sabin. Désormais, on est dans le 18e arrondissement, à Porte de Clignancourt. Et à l'époque, on était seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on partage des locaux, en tout cas un immeuble avec toutes les entités du groupe que sont Radio Nova, Rock en scène, We Love Green. À l'époque, on était seuls dans un bâtiment de plus petit et ça ressemblait, j'ai l'impression, à ce que ça ressemble toujours aujourd'hui, c'est-à-dire à une rédaction avec à la fois des maquettistes, des secrétaires de rédaction, des journalistes, des gens qui travaillent sur le marketing, des gens qui travaillent à la com, une régie publicitaire, et tout ça produit une forme d'effervescence assez collective. Moi, je crois quand même beaucoup en fait au physique, c'est-à-dire que je suis un peu revenue de tout ce qui est télétravail, distanciel, etc. Je crois que le travail en numérique a quelque part s'arrête à un certain point. Je crois quand même beaucoup au fait que les échanges en physique sont très fructueux. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose qui ne peut pas se passer en mail, qui ne peut pas se passer au téléphone, qui ne peut pas se passer en visio. Et donc, je tiens beaucoup à préserver cette effervescence collective-là au sein d'un bâtiment physique qui a sa place dans le 18e. Et donc, entre il y a 15 ans et aujourd'hui, l'esprit n'a pas changé, donc, si je comprends bien. J'ai le sentiment que l'esprit a perduré. Je crois que l'esprit Inrock qu'on pourra qualifier tout au long de notre entretien, parce qu'il est dur à capter aussi. Mais je crois que cet esprit-là de curiosité, de défense des œuvres qui sont alternatives, parfois d'insolence, cet amour des grands entretiens, cet amour des portraits, cet amour de la culture nous anime toujours autant qu'en 2012. Donc ça, je crois que ça a bien perduré. Vous faisiez quoi à l'époque comme stagiaire en 2012 ? Moi, j'étais en stage musique. Alors, j'apprenais à écrire des chroniques, des critiques musique. Je remplissais aussi un tableau événementiel qui répertoriait tous les concerts en France, donc qui se passaient chaque mois. Voilà. J'avais comme ça plein de petites tâches et j'avais aussi la tâche d'écrire. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aux Inrecuptibles. Dès que j'y ai mis les pieds, je trouve qu'il donnait une grande confiance aux jeunes et aux stagiaires. Il nous laissait la place dans le magazine. On avait la place d'écrire parfois des critiques et très rapidement, on m'a donné la place quand même d'écrire un sujet de 6 pages qui était sur les digueurs de vinyle. Donc ces personnes qui sillonnaient le monde pour trouver des vinyles très rares dans des shops vintage ou même chez des gens, etc. Et qui parfois même, les digueurs de vinyle, parfois les ressortaient, faisaient des ressorties de ces vinyles disparus. Et donc j'étais allée sur les traces de ces chasseurs de trésors. Et à l'époque, la directrice de la rédaction était Audrey Pulvar. Oui. Et elle m'avait confié, de mémoire, c'était 6 ou peut-être 8 pages, ce qui était énorme dans mes yeux de jeune journaliste, pour raconter cette histoire. Et donc, je trouve que cette confiance-là, moi, en tout cas, je l'ai connue dès le départ avec les Inrocks et j'essaye de la faire perdurer et de justement donner la place aussi à des jeunes et la place aussi dans le magazine. Alors, il me semble que très tôt, en fait, vous avez déjà beaucoup d'ambition pour les Inrocks, dans le sens où vous projetez de vous retrouver déjà au plus haut sommet de la pyramide. C'est pas banal comme
comme ambition. Vous y êtes arrivé. Mais à l'époque, est-ce que c'est quelque chose que vous verbalisiez ? Moi, je n'ai pas le souvenir de l'avoir véritablement verbalisé, mais quelqu'un dans l'industrie musicale m'a dit au moment où j'ai été nommée directrice de la rédaction, c'est drôle, je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec toi un soir dans un concert où tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit un jour je serai directrice de la rédaction. Et à l'époque, j'ai rigolé. C'est le mec qui a rigolé. Et il me dit je ne t'ai absolument pas pris au sérieux et je me suis même dit mais elle pète un plomb celle-là. Et il me dit je suis très étonnée parce que en fait tu y es arrivée. Et donc, moi, j'ai pas totalement le souvenir de cette conversation, mais je crois cette personne. Et oui, je crois que ça m'a toujours habité, moins comme une façon de gravir les échelons ou de faire carrière, mais plus parce que j'avais le sentiment d'avoir beaucoup de choses à dire et d'avoir envie d'embarquer un collectif dans la vision que j'avais des Inrecuptibles. Et donc, j'avais vraiment envie à un moment d'être à un endroit, en tout cas, dans la hiérarchie, qui puisse me permettre de mettre en branle cette énergie-là que j'avais et de mettre en place ces idées-là que j'avais et qu'on ne peut pas totalement mettre tout à fait en branle quand on est à un poste de journaliste ou un poste de rédactrice en chef adjointe. Donc, c'était vraiment ça qui m'animait, ouais. Mais il n'y avait pas de plan en particulier vous vous êtes dit, les opportunités viendront quand elles viendront, ou quand même on se dit, tiens, ce serait pas mal si je faisais tel ou tel move pour gravir les échelons, quoi. Non, moi, j'ai jamais été très structurée, on va dire, dans une stratégie carriériste. Peut-être est-ce un défaut aussi. Je suis pas très douée là-dedans. Je suis très animée par des choses assez instinctives, par une forme d'enthousiasme qui est très premier degré et qui est quasiment parfois une forme d'enthousiasme que je partageais avec mon moi adolescent, quoi. Il y a vraiment ça qui est resté chez moi. Et donc, j'étais très habitée comme ça par une forme de quelque part de naïveté aussi, hein, je vais prendre la tête de la rédaction et justement mettre en place toutes ces idées que j'ai et mettre en place comme ça un grand collectif qui pourra faire aussi en sorte que le titre Les Inrocks perdure dans le temps. Ça, j'étais beaucoup attachée à ça aussi, à ne jamais voir les Inrocks disparaître. Je crois que la disparition des Inrocks me provoquerait un grand chagrin, une forme de solitude, et je pense que je suis pas la seule. Et donc j'avais envie de consacrer mon énergie à ça, quand même, à faire en sorte que les Inrocks perdurent. Et tout s'est précisé donc en 2022, au départ de Joseph Ghosn, qui quitte donc la direction de la rédaction. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous faites ? Et ouais, c'est quoi le déroulé des événements ? Moi, j'étais rédactrice en chef adjointe à l'époque. Je m'occupais, entre autres, de toute la partie du début du magazine, qui était une partie qui était un peu plus en prise avec l'actu. Il y avait plusieurs rubriques dans cette partie, et donc je la pilotais avec l'ensemble de l'équipe qui m'aidait à la construire. Et Joseph donc nous quitte pour partir à Madame Figaro. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout la nouvelle avant qu'il ne l'annonce officiellement, mais immédiatement, je me dis qu'il est temps. C'est-à-dire que je me dis que il est temps peut-être que je propose ma candidature auprès de ma direction, que je leur explique pourquoi ça serait une bonne idée. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé une vision, j'ai fait des rendez-vous avec eux, et au bout d'un moment, je suis parvenue à les convaincre du fait que nommer, à l'époque j'avais 35 ans, une jeune femme de 35 ans à la tête des Inrocks était aussi un pari pour l'avenir. Pour les Inrecuptibles. Oui, on a beaucoup dit d'ailleurs que vous étiez la première, mais vous l'avez dit très tôt dans cet entretien. En réalité, il y a eu Audrey Pulvar avant comme directrice de la rédaction. Souvent on dit que je suis la première directrice, et c'est vrai que je corrige toujours les journalistes. C'est faux, il y a eu Audrey Pulvar qui certes n'est pas restée très longtemps. Quelques mois, je crois. Oui, je dirais 9 mois de mémoire, mais qui a existé à la tête de la rédaction, et qui en plus, moi, a signé mon CDI d'embauche aux Inrecuptibles. Donc elle a en tout cas beaucoup compté pour moi. Et donc c'est vrai que je ne suis que la deuxième femme à la tête de la rédaction. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est même très bien. Oui, elle vous a donné votre chance, vous avez dit, Audrey Pulvar. Et donc en 2022, la vision que vous proposez, c'est quoi ? C'est exactement la vision qu'on essaye de développer à l'heure actuelle, c'est-à-dire une vision en fait 360. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les Inrecuptibles, ce qui est génial, et c'est aussi pour ça que je suis attachée à ce média, c'est que c'est un média, mais c'est aussi un acteur culturel. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est-à-dire que ça existe depuis les années 90. Les Inrocks ont toujours eu un festival de musique, par exemple, ont toujours été assez présents dans l'événementiel.
Et donc, il y a cette fibre-là qui existe fondamentalement dans l'ADN des Inrocks et sur laquelle je me suis appuyée pour proposer justement que le magazine, bien entendu, papier soit préservé. Il n'est absolument pas question d'y toucher, mais en tout cas qu'on retrouve une forme de souffle, de nouveau souffle et de dynamisme en investissant les différents champs qui sont à notre portée, qui sont la vidéo, les réseaux sociaux, l'événementiel, pourquoi pas aussi d'autres objets papier. Par exemple, on a fait une gazette à Cannes il y a 2 ans, avec le soutien de la marque Saint-Laurent. Et donc, la Gazette, c'était 1 numéro par jour pendant toute la durée du Festival de Cannes. Et cette agilité-là, je pense, est facile à produire avec les Inrocks parce que c'est un titre qui est très agile. L'équipe est habituée à ça aussi. Et donc, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans la maison Inrock. Et c'est aussi là-dessus que j'ai appuyé ma vision. Il y a combien de personnes aux Inrocks ? On est une quarantaine. Une quarantaine, d'accord. Donc, je comprends bien pour la vision à 360, mais c'est quoi le chantier prioritaire ? C'est vidéo, réseaux sociaux À mon sens, il y a vraiment une forme de priorité qui est un peu multiple quand même. Là, on a beaucoup mis de force et l'accent sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est un bassin d'audience qu'on ne peut pas négliger à l'heure actuelle. Ça serait fou même de passer à côté. Et donc, qui dit réseaux sociaux dit aujourd'hui vidéo. Donc, les deux sont tellement couplés sur les plateformes que sont TikTok ou Instagram ou YouTube que forcément, qui dit investir les réseaux sociaux dit investir immensément la vidéo. Donc les deux vont de pair. Et puis parallèlement à ça, moi je crois beaucoup, c'est paradoxal et finalement ça se complète, je crois beaucoup, comme je disais tout à l'heure, au physique. Et je le crois à la fois dans notre façon de travailler aux Inrecuptibles, mais je crois beaucoup au physique aussi dans notre façon de rencontrer notre public. Donc le rencontrer sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais je crois que les jeunes générations, même à l'heure actuelle, sont très friandes de rendez-vous physiques, que ça soit des ciné-clubs, que ça soit le Festival des Inrecuptibles qu'on a repositionné au 104 début mars, qui a eu lieu là début mars, que ça soit les Inrock Super Club, qui sont donc un tremplin musical qu'on a redynamisé il y a 2 ans. Et donc, c'est comme ça plein d'événements qui nous permettent aussi d'aller à la rencontre, je pense, de notre lectorat, voire d'en gagner. C'est marrant parce qu'on a beaucoup dit ces dernières années qu'en réalité, les gens se séparaient beaucoup à cause des écrans et préféraient vivre dans un monde virtuel. Ce n'est pas ce que vous constatez en l'occurrence pour les lecteurs des Inrocks. Non, je le constate pas du tout, mais d'ailleurs pas que pour les lecteurs des Inrocks, c'est-à-dire que je vois autour de moi beaucoup de ciné-clubs se monter, je vois à quel point le MK2 investit la dimension par exemple événementielle en faisant même des talks qui débordent largement le cadre du cinéma. Ils invitent par exemple des personnalités différentes à s'emparer du médium cinéma, à faire leur programmation, à rencontrer le public. Donc on sent quand même qu'il y a vraiment une appétence pour le physique aujourd'hui. On voit aussi le succès par exemple du live en musique, avec quand même des concerts qui sont parfois extrêmement chers en termes de tickets, mais qui cartonnent et qui font complet. Et là, on l'a encore vu sur le Festival des Inrecuptibles. On a monté par exemple une soirée événementielle qui s'appelait French Pop, qui était une création pour célébrer nos 40 ans, avec donc qui réunissait Juliette Armanet, Dominica, Miosek, Philippe Catherine, Malik Djoudi, Barbara Carlotti, Calypso Valois, et qui a fait archi complet. On a même dû, à un moment arrêter la billetterie, faute de jauge supplémentaire. On a fait 2600 tickets. Et ça, je trouve que ce sont tous des signaux qui montrent quand même que le public est friand aussi de rencontres physiques et d'expériences physiques, de vivre des choses collectivement ensemble. Mais je pense qu'on a toutes et tous été marqués quand même par le Covid. Et je crois qu'à la sortie du Covid, c'est quand même déposé en chacun d'entre nous une forme d'appétence pour des expériences quand même en vrai. Et pas que en numérique. Dans son histoire, la ligne éditoriale des Inrecuptibles a connu quelques virages. Là, aujourd'hui, en 2026, comment est-ce que vous la définiriez, cette ligne éditoriale ?
C'est une éditoriale qui est principalement culturelle, qui s'intéresse à la société principalement par le prisme de la culture. Donc on a vraiment comme ça une focale qui est très culture, qui s'est recentrée culture dernièrement. Mais je pense aussi que la ligne éditoriale, là aussi, elle rejoint un peu ce que je disais sur le fait d'être un acteur culturel, d'être un acteur. C'est-à-dire que je pense que les Inrecuptibles racontent le monde, mais ils participent aussi grandement. C'est-à-dire que je pense qu'on est aussi là pour agiter un peu l'industrie culturelle, le monde même médiatique, voire le monde politique, mais on en reparlera peut-être plus tard. Et donc, je crois qu'il y a un petit côté agitateur aussi chez les Inrocks, voire insolent à un certain moment, qu'il est important de faire perdurer. Parce que ça n'est plus du tout un magazine qui traite de rock indépendant. Déjà, vous êtes ouvert à d'autres thèmes musicaux, et puis il y a eu aussi de la politique, des thématiques sociétales, ce genre de choses. Donc, moi, là, sur la partie musicale, je voulais savoir, finalement, donc on appelle ça les Inrocks, est-ce que vous considérez que vous traitez toutes les musiques ? On traite beaucoup de musique, je ne peux pas dire toutes parce que par exemple, on a très rarement dans l'histoire traité de musique classique, mais il y eut une époque où les Inrecuptibles traitaient de musique jazz, de musique expérimentale. Après, à un moment, il y avait tellement de genres musicaux qu'il a fallu aussi qu'on concentre nos forces pour être meilleurs là aussi sur ce qu'on disait des musiques. Donc on s'est principalement concentré, on va dire, sur la pop, le rock, voilà, qui sont un peu nos cœurs de cible. Mais bien entendu que parfois on parle de rap, on parle de R&B, on parle de musique électronique. Donc on a quand même une forme d'ouverture d'esprit. Et je pense que c'est très important de l'avoir aujourd'hui. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on est moins, je pense, enfermé comme à l'époque dans des bacs de disquaires où les vinyles étaient très rangés par catégorie. Aujourd'hui, on est quand même embarqué par des algorithmes sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple, qui nous font voyager du jazz expérimental japonais à la pop mainstream américaine. Et donc, le voyage, en fait, se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui entre ces vieux bacs du disquaire. Et je crois que c'est aussi le rôle des Inrocks de suivre un peu ce voyage-là. Vous parlez des plateformes, c'est intéressant parce que vous me direz si je me trompe, mais globalement, les Inrocks ont quand même eu la réputation de pouvoir dénicher des talents, mettre en avant certains talents artistiques. À l'heure de TikTok et des réseaux sociaux, on a des personnes qui peuvent popper comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous, est-ce que vous trouvez que vous avez toujours un rôle prescripteur là-dessus, ou vous vous sentez un peu dépassé parfois par ces réseaux sociaux ? Bien entendu, les réseaux sociaux maintenant sont vraiment un acteur culturel à part entière. Et puis quelque part, enfin il y a une partie où c'est tant mieux parce que c'est aussi le public qui investit la culture et qui fait monter aussi des artistes qui l'aiment. Là où c'est un peu moins tant mieux, c'est parce que c'est aussi l'algorithme qui fait sa petite magie de faire remonter certains formats, et parfois on ne sait pas tellement selon quelles règles. Mais là où je pense qu'on a toujours un vrai rôle prescripteur, c'est je pense que le public attend toujours quand même que des experts, c'est-à-dire des gens qui connaissent, qui ont un savoir sur la musique, qui ont un savoir sur la culture, donnent leur avis. Et ça, je crois que ça reste important, ça reste un repère dans le paysage pour quantité de gens. De savoir, c'est pas tellement de dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est quand même de remettre, par exemple, une œuvre en perspective, de la positionner dans une histoire, de raconter ce qu'elle raconte justement sur le monde, de la décrypter, de l'analyser. Et ça, je crois qu'on l'attend toujours, et peut-être qu'on l'attend d'autant plus. C'est-à-dire qu'on est tellement noyé à l'heure actuelle sous une avalanche de contenu musical, mais pas que je crois qu'on attend encore plus aujourd'hui que certaines personnes nous donnent un peu des clés pour savoir justement quoi écouter en priorité, vers quoi se tourner en prio, et puis aussi quel est l'intérêt de telle ou telle chose. Je crois qu'on est aussi là pour décrypter finalement ce qu'on nous raconte, ce que des artistes nous racontent. Oui, c'est un peu par rapport à ce qu'on vit avec l'intelligence artificielle. Certains dans la profession considèrent que justement parce qu'il y a trop d'informations, et parfois trompeuses en l'occurrence, c'est bien d'avoir des vigies quelque part. Voilà. Je crois qu'on a ce rôle de vigie. Et c'est tant mieux pour aussi trouver, donner un peu des clés de compréhension au public. Alors je me suis posé la question de la concurrence. Je me demandais qui étaient vos concurrents selon vous. Est-ce que c'est un Technicart ? Est-ce que c'est un Society peut-être d'une certaine manière ?
Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qui est rigolo, c'est que les Inrocks sont tellement singuliers Oui. et tellement à la fois pluriels, puisqu'on traite de musique, mais pas que, hein, on traite de cinéma, de littérature, même d'art, de scène, de podcast. Donc il y a comme ça une variété qui fait qu'en fait, et parfois de société, qui fait qu'on a beaucoup de concurrents et à la fois pas tellement. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'extrême singularité dans les Inrocks. Donc, bien entendu, qu'on a des concurrents comme Télérama, parce que c'est un autre magazine culturel qui, eux, sont hebdomadaires. Mais en tout cas, c'est un peu le concurrent, on va dire, historique des Inrecuptibles. Après, parfois, on a des concurrents, finalement, ça peut aussi être des comptes Instagram. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence qui est un peu à l'ancienne, effectivement, d'autres médias. On peut parler de Libération, on peut parler de Télérama, voilà. On va pas tous les citer. Mais j'ai le sentiment qu'on a aussi cette concurrence, en fait, de nouveaux créateurs de contenu qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui, eux aussi, on parlait de vigie, qui eux aussi font un travail de vigie, font un travail de prescription, font un travail d'analyse et qui, quelque part, rentrent aussi dans cette sphère de concurrence des Inrecuptibles. Alors, toujours pour essayer de définir un peu ce que vous êtes, les Inrocks, sur votre site, il y a une phrase qui m'a interpellé, sur le site du groupe Combat, en l'occurrence, qui présente les Inrocks comme un espace pour les lecteurs en quête d'alternatives au discours dominant. Je me suis demandé à quoi on faisait référence. Ça a toujours été, on va dire, le guide des Inrecuptibles. Dans les années 90, il y avait vraiment ce côté très contre-culturel, donc un peu proposer une alternative à une forme de culture un peu mainstream, etc., proposer des chemins de traverse dans notamment le champ de l'art, quoi. Ce qui finalement a toujours lieu aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on va pas toujours se référer au top des ventes, on va pas forcément donner la parole à l'artiste qui vend le plus de disques ou qui vend le plus de tickets de théâtre, etc. On va vraiment parler aux artistes qui, à notre avis, ont un discours sur le monde, ont une façon aussi de questionner le monde, de questionner les normes, de questionner les carcans, de questionner l'histoire, voilà, qui en fait font bouger un peu les lignes. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, on va moins se calquer sur les charts que se calquer quand même sur une dimension plus intellectuelle et plus sensible, j'ai envie de dire. Donc, je crois que c'est ça que veut dire aussi cette phrase. Je vous ai lu dans une interview par rapport à votre perception du métier et sur le souci de ne pas infantiliser les gens, sur le souci de les accompagner. Et je me suis demandé quelle traduction est-ce que ça pouvait trouver dans les Inrecuptibles. Moi, je pense qu'il faut effectivement... alors, je me souviens pas d'avoir parlé de ne pas infantiliser les gens, mais en tout cas, moi, je crois pas tellement à la verticalité. Oui. C'est-à-dire que ça, peut-être que eu lieu à une époque où le critique, la figure du critique avait un peu ce côté figure roi qui disait oui, non. Enfin, il y avait un petit côté jeu du cirque avec un pouce levé, etc. Moi, je crois qu'on n'est plus du tout à cet endroit-là en 2026. C'est pas du tout ce qu'attendent les gens, et à raison. Il y a une forme d'horizontalité qui est vraiment retrouvée. Et je crois justement que les Inrecuptibles ont aussi à embrasser cette horizontalité-là, c'est-à-dire à parler avec le lecteur à hauteur d'horizontalité avec le lecteur, à ne jamais le surplomber, à ne jamais lui dicter quoi que ce soit, à plutôt être dans une forme d'accompagnement, une forme de partage, une forme de communication. Mais d'ailleurs, le lectorat a aussi beaucoup à nous apprendre. Enfin, je pense qu'il y a une forme de communication. C'est aussi pour ça que parfois l'événementiel, c'est très intéressant, parce qu'on se retrouve vraiment physiquement, nous, journalistes ou directrices de la rédaction, à rencontrer vraiment des lecteurs et à leur parler autour d'une bière, dans une salle de concert ou au 104. Et ça, c'est plutôt réjouissant, parce que le lecteur aussi a à nous apprendre certaines choses. Est-ce que vous iriez jusqu'à envisager une forme de co-construction parfois sur certains sujets ou événements avec vos lecteurs ? Je pense en tout cas qu'il faut les inviter dans le magazine. Là, par exemple, dans le numéro sexe qui sortira cet été, on fait un appel justement aux lecteurs pour qu'ils nous racontent un article qui les aurait marqués dans l'histoire du numéro sexe, donc qui est devenu culte des Inrocks. Donc il va y avoir comme ça 6 pages consacrées à des témoignages de lecteurs et lectrices. On est en train de travailler un numéro événementiel qui sortira à l'automne pour les 40 ans des Inrocks.
Là aussi, une place va être laissée, bien entendu, aux abonnés historiques notamment. Donc moi, je crois beaucoup, oui, effectivement, à ce qu'on les invite aussi dans le magazine, à ce qu'on les invite aussi à nous faire des retours. On envoie souvent des sondages aussi en newsletter, en leur demandant, voilà, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans les Arocs, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Moi, je crois beaucoup au dialogue, ouais. Et pourquoi pas inventer un courrier des lecteurs ? Un courrier des lecteurs. Le retour. Le retour, qui eut existé dans les Arocs pendant très longtemps. C'est un truc qu'on voit de moins en moins. Qu'on voit de moins en moins. Ouais. Mais qui est intéressant, je trouve. Le numéro sexe, vous en avez parlé à l'instant. Je dis pas de bêtises, vous avez été en responsabilité de ce numéro il y a quelques années. C'est toujours un carton chaque année. Il paraît que c'est le numéro que tout le monde attend. Oui, c'est vrai que c'est un numéro qui est devenu culte. Hein. Il a vraiment cette dimension-là. Tout le monde connaît le numéro sexe des Inrecuptibles. Et donc, c'est un carton, effectivement, en termes de vente et en termes de popularité. Il circule énormément. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai le sentiment qu'il circule vraiment auprès de personnes extrêmement différentes. Et il y a même des gens qui n'achètent pas à l'année les Inrecuptibles et qui ne nous connaissent ou ne nous lisent qu'à travers ce numéro, donc qui ne connaissent des Inrocks que ce numéro sexe, mais qui en tout cas n'en manquent jamais un. Et c'est rigolo, c'est assez réjouissant. Ça se traduit comment en vente, qu'on mesure le carton d'habitude c'est combien et le numéro sexe c'est combien ? On triple quoi. C'est-à-dire que, habituellement en kiosque, on doit être environ à 15 000. Donc, faites un 15 x 3 quoi, pour le numéro sexe. Ouais. Alors, j'ai été surpris. J'ai vu qu'il y avait aussi une édition hiver là sur l'hiver, l'hiver dernier. C'est nouveau ? Oui, c'est nouveau, c'est une tentative parce que justement carton estival, parce que numéro culte. Donc on s'est dit mais pourquoi ne se réchauffer que l'été ? Pourquoi ne pas proposer pourquoi ce numéro sexe n'irait qu'avec la chaleur et qu'avec la plage ? Finalement, on a beaucoup en plus de temps creux, je pense pendant les vacances d'hiver ou entre deux repas de famille, on ne sait pas très bien quoi faire de soi-même. Et donc on s'est dit mais autant proposer cette lecture aussi au moment de l'hiver. Et est-ce que le public a suivi en hiver ? Ouais, le public a suivi, bien sûr. Et donc il y a vraiment ce truc qui va s'installer. Alors après, est-ce qu'on va faire les 4 saisons comme Vivaldi ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur hiver-été. Ouais. Est-ce que vous savez comment est née cette idée du numéro sexe ? Alors, de mémoire, je crois que c'est né en fait d'un grand dossier qui était sur la pornographie à la fin des années 90 et qui, à l'origine, a juste donné lieu à une couve, donc quand même une couve sexe qui était assez explicite, avec une femme qui avait un peu les jambes écartées, mais c'était flouté quand même, et c'était marqué, je crois, Génération X, quelque chose comme ça. Mais c'était un numéro des Inrocks qui était consacré, au sujet de la pornographie. Et ensuite, en fait, il y a eu un tel engouement autour de ce numéro, parce qu'on voyait très peu finalement le sujet de la sexualité en une de magazine non pornographique, qu'a été prise la décision de réitérer l'expérience et d'en faire un numéro à part. Par rapport à l'ADN. Et maintenant qui est devenu un hors-série. Par rapport à l'ADN des Inrocks, est-ce qu'il y avait ce côté aussi trublion, quoi ? C'est-à-dire... nous on n'est pas pour ce sexe qu'on doit cacher, au contraire il faut le montrer, on va l'afficher, on va l'affirmer parce que c'est notre identité les Inrocks de bousculer. Ah oui, bien sûr, il y a vraiment ça, et il y a encore ça aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on part vraiment du principe qu'il n'y a pas de sujet tabou, que le sexe est encore moins un sujet tabou, que le journalisme de l'intimité est un journalisme au même titre que le journalisme culturel, que le journalisme politique, et j'en passe, et qu'il faut justement parler de sexualité, parler d'érotisme, parler de désir, que ça fait partie de la vie, que ça fait partie aussi de ce qui nous constitue en tant qu'individu, en tant que société. Donc c'est à partir de tout ça qu'on construit aussi le numéro sexe, qui est à la fois un numéro léger par certains endroits, parce que même moi j'ai mis en place des jeux, par exemple à la fin du magazine, un peu comme les magazines estivaux, je trouve ça très rigolo, qui a un peu cette dimension ludique et très... très rigolote, mais c'est aussi un numéro qui est extrêmement sérieux dans sa façon d'aborder certaines thématiques qui sont en lien avec la sexualité, ouais. Et c'est aussi une façon, quelque part, de montrer que l'érotisme, c'est aussi quelque chose qui ne doit pas rester uniquement dans le champ pornographique. C'est-à-dire que nous, on met aussi en avant, par exemple, à travers des portfolios, la production artistique de photographes qu'on trouve
d'extrêmement bonne qualité et extrêmement intéressantes, au même titre que des photos de paysages ou que des photos de groupes de rock. Et donc, on publie les travaux artistiques aussi de photographes dans le numéro Sexe, qui sont aussi une façon de montrer que toutes ces thématiques-là participent aussi de la construction artistique. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu du numérique. Vous l'avez évoqué, je voudrais comprendre vos enjeux. Vous m'avez dit au début de l'entretien qu'il y avait donc les réseaux sociaux, la vidéo, que ça vous paraissait incontournable. Est-ce que vous avez échafaudé un plan d'action sur côté numérique, voilà, on va mettre le poids de corps, voilà comment on va faire nos investissements éditoriaux, humains, que sais-je encore, où est-ce qu'on va mettre la priorité et comment est-ce qu'on va exécuter? Alors, je ne vous donnerai pas tous nos secrets de fabrication dans ce micro, mais oui, bien entendu qu'il y a un plan sur plusieurs années, un plan qui a commencé... en fait, c'est plein de petites choses, c'est-à-dire que, par exemple, le plan commence par se dire... au lieu de... au début, on perdait beaucoup de temps, on mettait beaucoup d'investissements, etc., dans des formats un peu moyens, quoi, mais qui étaient très montés, qui demandaient beaucoup de temps aux équipes, à destination d'Instagram, donc des formats vidéo. Et très vite, on s'est dit, mais attendez, en fait, on a tous un téléphone, on peut tous se filmer. Pourquoi est-ce qu'on commencerait pas, par exemple, par se filmer chacun en faisant une critique, en faisant des critiques. Donc ça partait par exemple des critiques musique, des critiques ciné qui soudain se filmaient en selfie, très simple, envoyaient leurs vidéos à monter le moins possible à une équipe vidéo qui était en charge du montage, et puis hop, directement, voilà, c'était posté sur Instagram. Donc en fait, toute notre réflexion est partie de comment trouver une agilité, puisque nous restons une petite structure. Comment trouver une forme d'agilité pour s'emparer du sujet vidéo sans justement tomber dans quelque chose de lourd, d'industriel, qui nécessiterait des moyens en termes techniques, etc., qu'on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle. Et comment on peut déjà enclencher un nouveau souffle en trouvant des nouveaux tricks. Et en fait, ces tricks-là viennent de ce type de format-là. Ensuite, il y a eu quelques embauches pour justement que des gens nous rejoignent sur les pôles vidéo, réseaux sociaux, etc. Donc, il y a une sorte de réorganisation en interne qui fait aussi que les choses sont plus fluides et marchent mieux. Et tout ça paye puisque on prend énormément de followers depuis qu'on a mis tout ça en place à l'été dernier. Et donc, on est très satisfait parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant, j'ai envie de dire, que quand on met en place des efforts, puis quand on les met en place, ces efforts, on espère que ça va marcher, mais on n'est jamais sûr. Et là, effectivement, ça marche. Et donc ça, c'est vraiment formidable. Ce qui ne nous empêche pas, à côté, de faire parfois des vidéos qui vont nécessiter une journée de tournage, beaucoup plus d'heures de montage, etc. Mais il y a une forme d'équilibre qui est trouvée avec des vidéos qui sont un peu plus faciles à faire, à produire, etc. Donc maintenant, on peut produire beaucoup plus de vidéos par semaine et donc être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux et donc gagner en termes d'audience. Ça a été simple à embarquer, vos équipes, elles ont été simples à embarquer, parce que parfois, mais c'est propre à différents médias, quand on connaît une manière traditionnelle de faire le métier, qu'il y a une irruption technologique, un nouveau mouvement, c'est pas toujours simple de l'embrasser. Est-ce que vos équipes ont volontiers, typiquement vous parlez du fait de se filmer pendant qu'on fait une chronique, est-ce que ça a été simple, oui, de les embarquer avec vous? Oui, ça a été assez simple parce qu'en fait, je pense qu'il y a une forme de modernité aux Inrecuptibles. Tout à l'heure, on parlait de l'agilité du titre, qui est aussi un acteur culturel. Et les Inrocks, ça a toujours été un magazine très moderne. C'est-à-dire que c'est un magazine qui ne suit pas les modes, qui a sa propre mode, qui a jamais été suiveur, qui a toujours construit son truc de modernité en termes de goût, en termes d'esthétique, etc. Et finalement, cette modernité-là a toujours habité en fait l'ensemble des gens qui travaillent aux Inrecuptibles. Et donc, très rapidement, c'est plutôt des gens qui sont eux-mêmes friands de ce qu'il se passe sur Instagram, des nouveautés qu'ils voient sur TikTok, des nouvelles formes journalistiques. C'est plutôt des gens curieux qui vont aller chercher ce qui se passe. Par exemple, Letterboxd. Toute l'équipe cinéma a beaucoup de curiosité pour Letterboxd. Maintenant, alimente le compte des Inrocks sur Letterboxd et l'a fait
même qu'on en parle, l'a fait quasiment dans un mouvement très instinctif mais on a nous aussi envie que les Inrecuptibles existent sur les Letterboxd et qu'on puisse alimenter le compte. Et donc il y a cette forme de modernité là qui nous habite toutes et tous. Et je pense que de toute façon, à partir du moment où on s'est tous et toutes collectivement regardés en se disant en fait, c'est quand même génial de pouvoir parler dans une caméra et de faire 1 million de vues et de toucher beaucoup plus de personnes. Et j'ai envie de dire, quand on est journaliste, on a quand même envie d'être écouté, d'être lu, d'être entendu, c'est vrai. C'est mieux. Voilà. Et donc, à un moment, bien entendu, qu'il y a une crise de la presse papier, qu'il y a une baisse des ventes, même si on essaye de la résorber, etc. Mais c'est quand même hyper satisfaisant pour un critique cinéma de pouvoir donner son avis en vidéo et soudain de faire 200 000 vues. Beaucoup plus gratifiant que de voir la crise de la presse papier et de se sentir un peu impuissant face à ça en se disant plus personne ne met un pied en kiosque, qui me reste-t-il comme public ? Vous avez lancé un nouveau format sur YouTube en avril dernier qui s'appelle Adolescence. Il est porté par la comédienne de la Comédie Française Sephora Pondy. Donc elle interview des personnalités culturelles, enfin des personnes culturelles sur leur adolescence. Comment vous est venue cette idée et pourquoi est-ce que vous l'avez lancé de cette façon-là ? On avait très envie donc de prendre à bras-le-corps le sujet vidéo, comme je l'ai dit, à la fois sur Instagram, TikTok, mais aussi de façon plus fouillée et plus longue. L'idée n'était pas de se contenter de faire des shorts, mais vraiment un moment d'avoir des formats plus longs où on prend le temps de se poser avec un ou une artiste. Et donc, on suivait parallèlement la carrière de Sephora Pondy parce qu'on avait beaucoup aimé. Elle a sorti un livre en septembre dernier qui s'appelle Aval, qui avait été très bien chroniqué dans les Inrocks et qui lui avait même valu 4 pages de portraits dans les Inrecuptibles. Suite à quoi on a rencontré Sephora Pondy, qui est venue à notre cocktail pour le prix littéraire des Inrecuptibles. On a bien sympathisé avec cette personne qu'on trouvait extrêmement solaire, on aimait bien son regard sur le monde, on aimait bien sa curiosité, on aimait bien son bagou, sa façon de parler, etc. Et nous, en parallèle, on avait envie de lancer un long format sur YouTube. Et puis à un moment, ces envies se sont rencontrées et Sephora nous a dit « Ah mais je suis hyper partante pour faire quelque chose avec vous ». On s'est réunis autour d'une table, on a échanger des idées. Sephora avait cette idée autour de l'adolescence. Elle trouvait que c'était une bonne porte d'entrée pour découvrir une personnalité. Nous, on trouvait que c'était assez original aussi, que ça allait apporter des anecdotes peut-être inconnues, une façon différente de voir les gens. Et donc, on a commencé à construire l'émission ensemble. Et voilà. Et le premier épisode est sorti avec Yamé. Oui, tout à fait, avec Yamé, oui, vous faites bien de le préciser. Et donc, vous l'avez confié à une comédienne, c'est intéressant. Donc, c'est un peu un guest chez vous, les Inrocks. Pour vous, c'était une évidence de le confier donc à elle, je comprends, par rapport à son profil, son parcours, etc. Mais dans l'absolu, cette idée de prêter ses murs à quelqu'un d'extérieur à la rédaction, est-ce que c'était une évidence pour vous ? Est-ce que ça mériterait aussi d'être répliqué avec d'autres personnes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est intéressant dans le côté nouveau souffle, quoi. Oui. Je trouve que ce qui n'interdit absolument pas de développer des choses avec des personnes qui sont au sein de la rédaction à l'heure actuelle des Inrocks, mais en tout cas de faire un premier long avec quelqu'un d'extérieur qui, du coup, arrive avec une nouvelle incarnation pour les Inrocks qui va du coup susciter plus de curiosité, va un peu surprendre les gens, etc. Je trouve que c'est intéressant et ça apporte vraiment de la fraîcheur. Et je trouve aussi que Sephora Pondy apporte aussi son regard sur les choses. C'est-à-dire que une interview par un journaliste culturel allait être un peu plus convenue, peut-être comme premier format, plutôt que de soudain arriver avec une actrice et comédienne, Sephora Pondy, et écrivaine, qui arrive avec une façon différente de poser des questions, d'interagir avec son invité, avec sa présence qui est différente, etc. Et donc cette différence-là, pour moi, apporte beaucoup. Ah, c'est intéressant. Vous êtes forcément au courant de ces journalistes culturels qui
qui s'émeuvent un peu du fait qu'il y a des créateurs de contenu lors de grands événements culturels qui, entre guillemets, prennent leur place, on va dire, pour aller vite, parce qu'ils considèrent qu'en gros, c'est leur job, et c'est un job que d'interviewer des personnes culturelles. Vous, comment est-ce que vous positionnez par rapport à ce débat ? Je pense que le débat, il est très complexe, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout opposée aux créateurs, aux créatrices de contenu. J'ai pas du tout comme ça une forme de rancœur. J'ai le sentiment que la parole est libre, que la parole doit circuler, que si des gens ont envie de créer leur petit média sur leur compte Instagram ou TikTok, libre à elles et eux. Et parfois, il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont produites. Par exemple, moi, je suis beaucoup le compte Banger littéraire. Que je trouve très intéressant. C'est une jeune femme que je connais pas qui décrypte un peu des faits d'actualité, de société, notamment politique, à travers, en convoquant à chaque fois des livres littéraires, mais aussi des essais. Ces formats sont très originaux, très, très bien construits et très DIY. Elle fait ça toute seule, à ma connaissance. Donc voilà, elle, c'est typiquement quelqu'un qui, soudain, émerge sur Instagram, propose quelque chose qui, moi, me parle, que je trouve très original. Donc pourquoi elle n'aurait pas le droit de le faire ? Pourquoi, et je ne crois pas qu'elle soit journaliste, pourquoi uniquement une ou un journaliste devrait s'emparer de ce format ? Moi, je ne crois pas. Je pense que tout un chacun peut proposer ce qu'il a envie de proposer. Après, là où moi, je trouve que c'est intéressant de préserver vraiment des formes journalistiques et une forme de vérification journalistique, c'est à beaucoup d'endroits, c'est-à-dire que je trouve que c'est important d'avoir la vérification des informations, de faire justement tout un travail anti-fake news, tout un travail déontologique, etc., que certains créateurs et créatrices de contenu ne vont pas avoir parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas eu de formation journalistique particulière. Et donc là où le journaliste va beaucoup plus avoir ça en tête, et donc il y a une forme quand même de vérification de l'information et une forme d'objectivité qu'on va trouver dans les médias traditionnels, qu'on va peut-être moins trouver chez des créateurs et des créatrices de contenu. Donc finalement, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et moi, je fais quand même vraiment confiance aux gens, peut-être suis-je naïve, mais pour aussi s'intéresser à d'où vient le contenu. Moi, en tout cas, j'alerte beaucoup les gens là-dessus, c'est-à-dire que c'est intéressant le contenu, mais il faut toujours regarder en fait qui le poste. Est-ce que c'est Le Monde ? Est-ce que c'est Banger littéraire ? Est-ce que c'est Les Inrocks ? Et il faut s'intéresser à qui nous parle. Et il ne faut pas uniquement scroller comme ça en ne regardant pas qui est l'émetteur. Connaître son émetteur, c'est extrêmement important. Je crois que en fait, peu importe la pluralité des contenus, ce qui est intéressant, c'est que le public réfléchisse un peu à OK, qui poste ce contenu ? D'où tu parles. Voilà. Je crois que le d'où tu parles est très important à l'heure actuelle. Les 40 ans, en dehors du festival, pour marquer le coup, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez envisagé pour cette année symbolique ? Voilà, tellement de choses. Donc le festival de la création French Pop, on a tout un partenariat avec les cinémas du Lac, 40 ans en 40 films. Donc un film par semaine jusqu'à début 2027, où on retrace comme ça tout le paysage cinématographique international des 40 dernières années, avec un choix qui a été fait par la rédaction cinéma, et avec des guests qui viennent de temps à autre présenter les films. On a eu Isabelle Huppert qui est venue présenter un film de Chabrol. Donc on va avoir comme ça des personnalités qui vont aussi intervenir. On revient à l'idée de présence physique qui est importante. On va avoir une soirée à Cannes qui va se passer au Silencio pour fêter les 40 ans des Inrecuptibles avec l'industrie cinématographique. On va avoir un livre qui sort début septembre qui va retracer les 40 ans des Inrocks avec une republication d'articles cultes, que ce soit des interviews, des portraits, des critiques, etc. Un livre sur lequel on bosse depuis 1 an et demi maintenant. Avec des unes aussi ? Avec des unes, bien entendu, qui sera vendu en librairie, à la Fnac. On va avoir un numéro collector qui va sortir à l'automne, fin septembre, qui sera un numéro augmenté et qui va réunir les artistes cultes des 40 dernières années. Donc on a quand même comme ça beaucoup de sujets en même temps à gérer autour des 40 ans, mais c'est plutôt réjouissant. Moi, je crois qu'en fait, il faut profiter des moments d'anniversaire, non pas pour
faire une sorte de célébration narcissique à la Cruelle, je crois pas tellement, en tout cas en tant que média. L'idée n'est pas de se jeter des fleurs, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de regarder en arrière et de voir certaines très belles choses qui ont été produites, ce qui est le travail qu'on a fait notamment pour le livre, où vraiment on se reprend en pleine gueule des entretiens, des papiers, en se disant waouh, ça a été publié, ça a existé, quelle beauté, quoi. Et quelle beauté de le republier, de le refaire vivre, de le redonner à voir aux lecteurs ou aux lectrices. Et je trouve qu'un anniversaire, c'est aussi le moment de faire le bilan. 40 ans, c'est le bilan. Les réussites, qu'est-ce qu'on garde du passé, comment on se projette, comment on se voit dans 40 ans. C'est aussi des moments un peu de bascule, de tournant, où on peut aussi retrouver un souffle, où on peut se réinventer quelque part en conservant son identité, mais en se projetant vers l'avenir. Et donc, pour moi, ce sont cette façon-là d'aborder l'anniversaire qui me paraît intéressante. Est-ce qu'il y a une émulation entre vous, que ce soit sur cet événement, cette préparation des 40 ans ou d'autres choses, mais est-ce qu'il y a une émulation entre vous, les Inrocks, et les autres médias qui composent le groupe? Est-ce que vous échangez, vous challengez sur les idées que vous pouvez avoir, ou chacun avance dans son couloir? Non, on échange beaucoup, notamment, par exemple, autour des 40 ans. Là, je peux pas le confirmer à l'antenne aujourd'hui, mais a priori, il va y avoir une célébration à Wheel of Green sur scène, avec une création originale et à Rock en scène, donc qui sont 2 festivals du groupe Combat. Oui. Wheel of Green nous accueille aussi, par exemple, pour une scène musique le dimanche soir qui sera brandée Les Inrecuptibles. Ils accueillent le prix Essai des Inrocks qui sera remis le dimanche après-midi sur la scène de leur talk, leur think tank. Donc, on va remettre le prix Essai des Inrocks chez eux. On va animer aussi des débats. Il y aura une conférence le samedi sur la culture drague. Le dimanche, il y aura une conférence sur l'IA avec Asma Mala et François Saltiel. Donc, il y a comme ça des échanges, bien entendu, entre les différentes marques du groupe, des échanges qui, pour moi, à l'heure actuelle, ne sont absolument pas forcés, sont plutôt des échanges fructueux sur comment est-ce qu'on peut trouver des endroits où on se rencontre. Pas tous les endroits, l'idée n'est pas du tout de fusionner, mais en tout cas, trouver des terrains de rencontre qui me paraissent absolument pas fabriqués, puisqu'on partage quand même beaucoup de choses en commun. On partage beaucoup d'amour pour des mêmes artistes, on partage une même curiosité, on partage quand même le sens du festival, le sens de l'événementiel, le sens de la rencontre avec un public. Et donc, autant essayer à certains endroits de se rencontrer. Et par exemple, ils vont aussi accueillir le lauréat des Inrocks Super Club, notre fameux tremplin musical, Gabriel Kroger, va jouer aussi à Wheel of Green et à Rock en scène. Ce groupe Combat, on arrive à une partie plus politique de la discussion. Votre propriétaire Mathieu Pigasse, il ne s'est pas caché, il a dit qu'il voulait utiliser ces médias pour mener une bataille culturelle contre l'extrême droite. Quand il vous a présenté ce projet-là, qu'est-ce que vous en avez pensé au sein de la rédaction ? Nous, de toute façon, on est totalement raccord avec ce projet. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas le sentiment que ça soit un projet. J'ai le sentiment que dès qu'on m'interroge dessus, ou dès qu'on interroge d'ailleurs Mathieu Pigasse à ce sujet, et je ne parlerai absolument pas pour lui, mais j'ai le sentiment qu'à chaque fois il y a une dimension de projet, comme si un PowerPoint avait été présenté à un moment, ou qu'il y avait une grande stratégie derrière de cheval de bataille, etc. Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire que une bataille culturelle a été lancée par Monsieur Bolloré et d'autres acteurs, on va dire, de l'extrême droite en France et pas que, aussi aux États-Unis. Face à ça, il y a une forme de réponse, mais qui est, à mon sens, assez citoyenne, qui est de dire nous sommes un journal progressiste, nous l'avons toujours été, et donc nous allons défendre ces valeurs progressistes d'inclusion, d'égalité, de fraternité, de sororité, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc c'est ça, en tout cas, que nous, aux Inrecuptibles, on appelle s'engager dans la bataille culturelle. Vous avez même, il y a eu une production commune avec d'autres titres comme l'Humanité, comme Blast, comme Street Press, etc., qui s'appelle Combat, tout simplement. C'était paru en février dernier, c'est bien ça.
Donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce contenu? C'est quoi le genre d'article qu'il y a? Et est-ce que ça a vocation à être réitéré? Alors, ça s'est passé justement sur cette peur quand même qu'on partage en tout cas avec beaucoup, de voir la montée des idées d'extrême droite en France, mais encore une fois pas que, hein, en Europe. Je pense à Meloni en Italie. Et donc, face à cette résurgence quand même de l'extrême droite, notamment dans le champ culturel, on a eu cette idée de faire un magazine commun. Vous les avez cités avec différents titres de presse, ce qui n'a jamais été fait véritablement dans l'histoire de la presse, donc c'est assez inédit. Et on a trouvé un terrain d'entente en fait pour construire un magazine commun. Moi, ce que je trouve assez beau, c'est d'une part de montrer que malgré parfois des divergences d'opinion, le fait de pas totalement être les mêmes. L'humanité n'est pas les Inrocks ne sont pas Blast, ne sont pas Street Press. Il y a bien entendu des différences de ligne éditoriale, des différences de personnalité. Ce que je trouve très beau, c'est de montrer déjà qu'il y a une possibilité d'union à gauche, qu'il y a une possibilité d'union entre des médias de gauche, d'entente sur plein de sujets et d'entente justement contre l'extrême droite. Donc ça déjà, je trouve ça admirable. Ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est le succès en kiosque. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel succès de ce magazine qu'on l'a réimprimé. Et donc, il y a quand même quelque chose qui, moi, me parle. C'est-à-dire que je me dis, OK, tout n'est pas perdu. C'est quand même un contenu progressiste qui intéresse le lectorat, qui n'a pas juste une vocation donc d'affichage marketing, qui a un vrai intérêt éditorial, dans lequel les lecteurs et les lectrices se retrouvent. Et ça, je trouve ça très porteur. Donc, bien entendu, que ça nous encourage sur une suite. Alors, comment c'est pas les seuls titres de gauche qu'il y a en France, je pense notamment à Libération. Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire tache d'huile, entre guillemets, ou pas? Ah, potentiellement, ouais. En tout cas, on est, je crois, ouvert à toute discussion avec différents titres de presse. Alors, dans l'absolu, donc c'est un succès, vous me dites, mais il y a quand même un contexte global où globalement, la presse écrite ne va pas très bien. Votre diffusion, comme à d'autres, elle a baissé. Vous en êtes à combien aujourd'hui à peu près? On est à 37 000 de diffusion. Et là, par exemple, le magazine Combat, donc c'est un succès. On a vendu à peu près 50 000 exemplaires kiosques, donc, ce qui est énorme à l'heure actuelle. Et donc, pour revenir aux Inrocks, bien entendu que la diffusion a baissé depuis, par exemple, les 14 ans, pour parler de moi, que j'ai passé aux Inrecuptibles. Après, on fait quand même beaucoup d'efforts qui payent pour stabiliser cette érosion. Mais comme tous les titres de presse, je pense, se mobilisent quand même s'ils n'ont pas envie de lâcher le papier pour le sauvegarder. Donc ça passe par une forme de dimension de une exclusive. Ça passe aussi par différentes choses. Par exemple, en mars, on avait une une sur Gorillaz qui revient avec un nouvel album. On pouvait gagner dans les Inrecuptibles des tickets d'or pour assister à leur concert à We Love Green. Donc c'est là aussi où le groupe Combat est plutôt chouette pour les Inrecuptibles, c'est qu'on peut mettre ce type de choses en place. Par exemple, note une avec Patti Smith pour la sortie de son nouveau livre Le Pain des Anges en avril, on était les premiers. Donc on était largement les premiers, même 15 jours avant tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a comme ça un travail à trouver sur une forme d'exclusivité de une et de contenu. Et puis, je crois beaucoup tout simplement à la qualité du contenu. Je crois qu'à un moment, les gens ne sont pas stupides, ne l'ont jamais été, que la forme, ça ne suffit pas et qu'il faut faire très attention au fond, à la qualité du fond. Le diable, c'est toujours caché dans les détails et que si vous produisez un contenu de qualité, avec une maquette de qualité, avec des visuel de qualité, à un moment, ça va aussi payer, ou en tout cas, vous n'allez pas éroder votre lectorat. Vous allez stabiliser un certain nombre de lecteurs, pas forcément augmenter, mais en tout cas, vous allez rester un peu sur un plancher à peu près satisfaisant. Vous êtes en classe d'âge, vous êtes sur le même noyau dur de lecteurs qui juste ont vieilli avec vous, ou vous avez réussi à recruter de nouveaux lecteurs, vous savez ? On parvient à recruter un petit peu de nouveaux lecteurs qui sont plutôt dans la tranche de la trentaine, on va dire, sur un 35-45 ans. Après,
je n'ai malheureusement pas le sentiment que les vingtenaires, à l'heure actuelle, pour le coup, achètent beaucoup de presse papier. J'en connais qui continuent d'acheter des titres, pas que les Inrocks d'ailleurs, Society ou d'autres, ce qui est réjouissant. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est assez épisodique pour eux. C'est plutôt sur des congés ou sur un numéro vraiment exceptionnel où ils ont très envie de conserver. Parce qu'il y a quand même ce côté objet physique, quoi, un peu collector. Donc c'est là où moi je crois aussi à la construction de numéros très collector qui ne vont pas vieillir avec le temps, qui ont une dimension quasiment hors série aussi. Et je crois beaucoup à ça quand même pour être viable aujourd'hui en kiosque. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment imprimer des magazines qui, en fait, seraient déjà obsolètes une semaine après leur sortie. Je crois qu'il y a quand même quelque chose un peu d'intemporalité à trouver dans un sommaire pour justement être viable aujourd'hui en kiosque. Donc oui, on essaye de rajeunir. On y arrive formidablement, bien entendu, sur les réseaux sociaux, où on est suivi par beaucoup plus de jeunes, un peu moins sur le magazine. On y travaille. Parce que si on tire le trait, forcément, mais il n'y a pas que vous, c'est à peu près pour tout le monde, si on n'arrive pas à recruter suffisamment de façon importante de nouvelles générations, naturellement la diffusion elle va se réduire. Et donc c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire d'investir le terrain d'internet, des réseaux sociaux. Encore faut-il qu'on trouve un modèle qui puisse se rapporter des revenus, mais je comprends, vous diversifiez pas mal de choses, donc ça répond sans doute à ça. Cela étant, est-ce que vous vous dites que d'ici à je ne sais pas combien d'années, on pourrait vivre dans un monde où il n'y aurait plus vraiment de magazines? C'est-à-dire, c'est quelques happy few qui pourraient, par souci de collection, parce que vous avez réussi à faire de belles unes, de beaux numéros, on se dire c'est pas mal quand même d'avoir les Inrocks, ça fait un bel objet de table, voilà. Le coffee table. Le coffee table, exactement. Est-ce que c'est la vocation, vous pensez, à terme, vraiment, si on tire le trait sur cette génération qui arrive et qui n'a pas les mêmes habitudes, est-ce que vous pensez que il y aura plus que quelques milliers d'exemplaires, quelques centaines d'exemplaires de magazines vendus? Alors j'ai très peur que ma réponse, on se dise, elle est complètement folle celle-là, Ouais. mais je crois pas. Je crois pas parce que je regarde le vinyle. Et par exemple, le vinyle, on a quand même dit l'industrie du physique s'écroule, le digital a pris le pas. Bien sûr que l'industrie du physique musique s'est écroulée, que le digital a pris le lead, que le live a essayé de pallier les pertes financières. Mais il y a quand même un retour du vinyle depuis maintenant quasiment une décennie. Et donc, il y a toujours des disquaires, il y a toujours des bacs de vinyle. Et il y a un intérêt, notamment des jeunes générations, on parlait de l'objet physique, pour l'objet physique, que ça soit un t-shirt de leur groupe préféré ou le vinyle de leur groupe préféré. Les vinyles, désormais, se vendent quand même à des prix assez importants pour certains. Ça peut atteindre très vite 50, 60 euros un vinyle, alors qu'il n'y a pas si longtemps, un vinyle était plutôt autour de 10 euros, 12 euros. Donc, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même des gens en assez grand nombre qui vont acheter des vinyles à 40 euros, à 50 euros, parce qu'ils ont besoin de l'objet physique collector à écouter, à exposer chez eux. Donc, en fait, moi, cet exemple du vinyle me fait me dire quand même qu'à un moment, sur un magazine, en plus, qui s'appelle Les Inrecuptibles, qui est un magazine, justement, qui lui-même est un peu collector, qui est un peu culte, qui a une grande histoire assez chargée, qui a toujours été dans la musique, qui a toujours été dans la culture, je pense qu'il va y avoir cette dimension-là, que si il continue d'y avoir une forme de désintérêt généralisé pour le papier, ce qui n'est pas dit, mais si ce désintérêt-là s'accentue ou continue, je crois qu'il y aura toujours une forme de fibre, un peu d'amour pour une collection de choses physiques. Et puis la dernière chose, c'est aussi, je pense qu'on va arriver à une forme de frayeur que je commence à voir arriver autour de moi, c'est-à-dire la frayeur de ne plus rien posséder. Je crois que pendant des années, on s'est senti assez léger, assez libre de naviguer comme ça entre deux bibliothèques numériques, de ne plus rien posséder en physique. Notre musique n'appartient plus qu'à nos likes Deezer ou Spotify, etc. Et puis soudain, j'ai l'impression qu'en fait, les gens commencent à prendre conscience que finalement, tout peut disparaître, qu'ils n'ont rien.
que leur musique n'est que sur une plateforme, que si la plateforme s'écroule demain, peut-être qu'ils n'auront plus leur musique, que s'ils ne payent pas leur abonnement à Google Drive pour avoir plus d'espace de stockage, ils vont peut-être perdre toutes leurs photos. Et je crois que là, on va arriver à une période où les gens vont quand même avoir envie de préserver certains souvenirs autour d'eux, certaines choses, de façon un peu plus matérielle. Et je crois qu'on va revenir aux albums de photos, qu'on va revenir quand même à la préservation de certains objets en physique pour justement avoir des formes de repères. C'est-à-dire que le monde devient, dans une certaine mesure, quand même assez branlant et assez hystérique. Et je crois que la réaction à tout ça va être quand même de préserver comme ça des formes de repères un peu plus matérielles autour de nous. La situation financière, elle est délicate, je crois, pour les Inrock, mais comme à nouveau, vous n'êtes pas les seuls. Juste la position de votre propriétaire par rapport à ça, est-ce qu'il se voit comme un mécène ou comme un investisseur quand même qui a l'horizon, enfin qui a les yeux fixés sur un horizon de rentabilité? Mais c'est lui que vous devriez oui. interroger, je pense. J'espère, un jour. C'est plutôt lui que vous devriez appeler. Non, mais en tout cas, moi, je ne répondrai pas du tout à la place de Mathieu Pigasse. Moi, je sais en tout cas la confiance et le soutien qu'il apporte aux Inrecuptibles et au groupe Combat depuis maintenant des décennies. Et c'est quelqu'un qui est habité véritablement d'une fibre artistique, c'est-à-dire qu'il aime soutenir cette presse-là, il aime soutenir ces médias-là, il aime justement être dans la défense. On parlait d'une culture différente, il aime défendre cette culture différente et il aime pouvoir nous soutenir. Et donc, si on essaie de se projeter là d'ici à quelques années au regard de tout ce qu'on vient de se dire, comment vous le voyez, les Inrock des prochaines années? Toujours là, donc si j'ai bien compris. Ah, bien sûr. Voilà, éternel ou pas? J'espère éternel. Moi, je trouve que Les Inrecuptibles, c'est un très beau titre et encore une fois, qui a cette chance d'être un titre qui est très associé aux années 90, mais qui a su perdurer et toujours se renouveler et trouver une forme de modernité là-dedans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une qualité un petit peu intemporelle dans Les Inrecuptibles qui pourrait lui permettre de durer encore pendant plus de 40 ans, j'ose espérer. Et en tout cas, bien entendu que Les Inrecuptibles se renouvellera en termes de forme, que ça soit sur la vidéo, sur les podcasts, sur l'événementiel, en termes aussi de forme magazine. Il y a eu beaucoup de versions des Inrock magazine, donc peut-être qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et c'est tant mieux. Je crois que le renouvellement, c'est un peu comme l'être humain, hein. On se renouvelle toutes et tous. Heureusement qu'on n'est pas strictement la personne qu'on était il y a 10 ans. Il y a un peu de la personne qu'on était il y a 10 ans qui nous habite, mais on est aussi autre chose. C'était Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous. Et merci à vous d'avoir suivi cette discussion. Rendez-vous au prochain épisode. Salut.